Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, le jury du dimanche, iRadio ITV, a le plaisir de recevoir Madame Irène Mengasson, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous êtes ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal. Votre nomination, comme écrit dans votre biographie, s'inscrit dans un partenariat renouvelé entre l'Afrique et l'Union européenne. Pour le Sénégal en particulier, il est question d'une volonté claire de renforcer les liens déjà étroits et privilégiés qui ont été noués entre notre pays et l'Union européenne, un partenariat que vous-même qualifiez de multidimensionnel. Haute fonctionnaire au service des institutions européennes, vous avez fait le tour des questions euro-méditerranéennes, de même que des relations avec l'Union pour la Méditerranée et la Ligue des pays arabes ou des États arabes pour être plus précis, ainsi que la coopération régionale avec les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au sein de la Commission européenne. Vous avez occupé diverses fonctions au sein des délégations de l'UE, comme responsable des programmes dans de nombreux domaines. On mentionnera également vos responsabilités auprès de la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo au poste de porte-parole de l'Union européenne dont le mandat était axé sur la reconstruction économique. Vous avez aussi séjourné en Afrique subsaharienne, plus précisément en Éthiopie. Vos premiers pas dans l'administration bruxelloise vous ont conduite sur le terrain de la politique audiovisuelle et culturelle européenne, puis des relations industrielles et du marché intérieur. D'origine franco-allemande, mariée à un Britannique, un citoyen britannique, Irène Mengasson est juriste de formation. Le projet européen, c'est votre passion. Alors, abordons d'abord le premier gros thème de cette émission, la pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19 à l'échelle mondiale. Une pandémie que vous vivez aussi au sein de l'Europe, de l'Union européenne, que nous vivons tous. Mais quelle est votre réflexion, vue de l'UE, de cette pandémie, d'abord qui est partie de la Chine au mois de décembre 2019 jusqu'à maintenant? Alors d'abord, Monsieur Khan, je vous remercie beaucoup de me recevoir aujourd'hui et je vous félicite pour ce background check assez détaillé que vous avez fait de mon parcours avant d'arriver effectivement il y a 1 an et demi en République du Sénégal. Et depuis 1 an et demi, effectivement, nous vivons, moi ainsi que tous ceux qui sont établis ici, la vie du monde au Sénégal avec les Sénégalais et ces derniers mois, ces dernières semaines, une phase très particulière, un épisode tout à fait particulier qui est la traversée ensemble de cet épisode de pandémie mondiale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pandémie? Elle nous frappe tous, où que nous soyons, qui que nous soyons. Nous savons, c'est assez bien établi, qu'elle a démarré à Wuhan en Chine, qu'elle a frappé l'Asie, qu'elle a frappé ensuite l'Europe, qu'elle frappe aujourd'hui l'Afrique, en séquences successives qu'on trouve presque incontrôlables parce que le virus va partout, suit les humains, suit nos mouvements. Que dire sur ce que nous apprenons jusqu'ici? C'est que justement, parce qu'elle frappe partout, mais peut-être avec un petit temps de retard ou d'avance dans une zone ou dans un autre, il faut écouter les leçons que l'on tire des endroits où le virus est passé avant. Aujourd'hui, oui, l'Europe est frappée de plein fouet encore. Elle se redresse. Nous entendons beaucoup maintenant ces jours-ci de débats autour des politiques de déconfinement en Europe parce que la situation étant stabilisée, on parle de retour à la normale. En Afrique, nous vivons une situation très différente à ce jour. Justement, parce que voilà. L'Afrique, justement, êtes-vous aussi alarmiste que certains, comme l'OMS qui vient de dire qu'on risque d'avoir 190 000 morts, 200 millions de personnes infestées. Avant l'OMS, il y a également eu le secrétaire général de l'ONU qui a parlé de millions de morts qu'on pourrait avoir en Afrique. Êtes-vous aussi alarmiste au niveau de l'Union européenne? Moi, je trouve que le terme alarmiste n'est sans doute pas de mise. Certes, il faut sonner l'alarme, il faut surtout sonner l'alerte, il faut être alerte à ce qui se passe. Ce virus touche tout le monde,
a des effets dévastateurs au niveau de la santé, et parce qu'il faut prendre des mesures pour le contenir, a des effets corollaires économiques et sociaux qui sont très graves. Alors certes, il y a des vulnérabilités qui sont spécifiques au contexte africain, mais ces vulnérabilités étant différentes en Europe, ça n'a pas empêché l'Europe d'être frappée très fort, très profondément. Nos systèmes de santé n'étaient pas plus prêts qu'ailleurs pour rencontrer une situation de cette ampleur, aux impacts en plus assez différents d'un pays européen à l'autre. Mais enfin, en tout cas, personne n'était prêt, c'est certain. Donc les vulnérabilités existent ici et là. Il est clair que les vulnérabilités en termes d'impact social et économique, en particulier de mesures de confinement, sont très différentes en Afrique et en Europe. On le sait, enfin, je ne dis rien de nouveau en disant que au Sénégal, vous ne pouvez pas, comme on l'a fait à Bruxelles, dire à tout le monde de rester chez eux et de ne sortir qu'une heure par jour. C'est simplement quelque chose qui ne peut pas se faire. C'est normal. L'Afrique pourrait être plus résiliente? Non, ce que je veux dire par là, surtout, c'est que je trouve qu'il est bon d'avoir un langage fort pour sonner l'alarme, pour sonner l'alerte, parce que c'est très sérieux. Et c'est très sérieux, on l'a vu en Europe, c'était très sérieux, et c'est toujours en Asie, c'est très sérieux en Afrique aussi. Mais être alarmiste au sens d'annoncer un catastrophisme qui est démenti par les faits, parce qu'à vrai dire, l'Afrique est résiliente. Les dirigeants ont pris des mesures fortes tout de suite pour contenir le phénomène, pour aplanir la courbe de la pandémie, ce qui était d'ailleurs une stratégie qui a été suivie en Europe aussi. Et pour cela, il faut un certain nombre de mesures. Donc je crois qu'au contraire, il faut être confiant de ce que l'on voit pour l'instant en termes de résultats de contingentement de la pandémie. Mais il n'empêche que la sonnette d'alarme doit toujours résonner dans nos oreilles. Nous devons, même si aujourd'hui nous voyons au Sénégal, par exemple, en Côte d'Ivoire ou alentour, une certaine relaxation des dispositifs, on en parlera, j'en suis sûre, dans un moment, en aucune façon, je crois, un message qui devrait inciter vous, moi, tout un chacun à se relaxer, à se relâcher dans ces comportements de vigilance et de précaution. Alors, comportement de vigilance, c'est un peu ce que 130 personnalités semblent avoir adopté, dont des chefs d'État africains, à l'image du Sénégalais Macky Sall et du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Une tribune signée par ces personnalités, s'unir pour un vaccin contre le Covid accessible à tous. Vous l'avez lu, quel commentaire elle vous inspire, cette tribune? Je l'ai lu, oui, elle vient de sortir, donc hier, avant-hier. Une tribune qui s'attache à un appel de l'OMS, avec toute une série de personnalités du monde de la recherche, du monde des intellectuels, mais aussi des politiques et aussi des institutions internationales, pour dire ceci. C'est que pour agir comme nous devons le faire, à tous les niveaux et partout, pour combattre un virus qui nous touche tous, il faut que, en ce qui concerne les moyens de réponse que nous mettons en commun, les stratégies de recherche de solutions, nous travaillons ensemble. Aucun État, c'est évident, ne peut gérer cette situation tout seul, aucun continent même. Donc l'Union européenne est très en faveur de ce langage qui appelle à la coopération au niveau multilatéral. Nous soutenons d'ailleurs très fortement l'Organisation mondiale de la santé à cet effet. Et bien sûr, nous allons être tranquilles le jour où nous trouvons un vaccin. C'est certain. D'ailleurs, il y a quelques jours, le 4 mai, s'est tenue, j'allais dire à Bruxelles, mais en fait, comme c'était une conférence virtuelle, elle s'est tenue dans le monde entier, mais une conférence globale pour une réponse globale, sous l'égide de l'Union européenne et de toute une série de ses États membres, mais aussi le G20, mais aussi le Royaume-Uni et d'autres partenaires, pour lancer un téléthon pour trouver les moyens de financer la recherche pour davantage de capacités de diagnostic, de tests, et surtout pour la recherche d'un vaccin accessible à tous. Voilà. Et accessible à tous, ça veut dire deux choses. Oui. Ça veut dire qu'il doit être accessible en termes d'accessibilité économique, financière. Et ça veut dire aussi une accessibilité en termes de... Le vaccin est là et vous pouvez l'obtenir géographiquement, partout, et puis en même temps. Voilà, donc ce sont des appels qui sont
presque concomitant, à la fois un appel à la volonté politique, aux bonnes volontés des chercheurs, de tous ceux qui peuvent contribuer à la découverte de ce vaccin, aux industriels évidemment, et aussi un appel à tous ceux qui, comme l'Union européenne, peuvent contribuer à trouver ce vaccin. L'Union européenne a d'ailleurs, sur les 7,5 milliards d'euros qui ont été promis pour cette recherche, contribué très largement, à hauteur d'un gros tiers des fonds promis. À hauteur de combien ? Donc, l'objectif de ce Téléthon, qui d'ailleurs ne s'arrêtait pas le 4 mai mais continuait, était d'arriver à un montant d'environ 7,5 milliards d'euros. 7,4 milliards ont été obtenus, dont plus de 2,2 milliards promis par l'Union européenne et certains de ses États membres. Mais ça continue. Justement, l'enjeu du financement de la santé à l'échelle mondiale comme à l'échelle des États, c'est extrêmement important. D'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé organise, si vous permettez la répétition, son assemblée générale, au moment où nous parlons. Il y a quelque temps, les États-Unis, dirigés par le président Trump, avaient annoncé leur volonté de suspendre leurs subventions. L'OMS est chahutée aujourd'hui quand même un peu partout par des scientifiques et certains dirigeants du monde. Est-ce qu'il faut critiquer l'OMS dans le contexte actuel ? Est-ce qu'il faut critiquer ? Ça veut dire, la question veut dire, est-ce que l'on peut discuter ? Est-ce que l'on peut débattre ? Est-ce que l'on peut mettre au test ? Je crois accabler, dans le sens d'accabler. Voilà, ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous mis au test, c'est certain. Au niveau des gouvernements, au niveau des organisations internationales, au niveau des systèmes nationaux et de la manière dont nous sommes en mesure de nous coordonner les uns avec les autres, nous sommes tous mis au test par cette pandémie qui est totalement inédite. Ça vaut pour l'OMS, naturellement. Les gros sujets, on ne peut les aborder qu'en solidarité, en coopération, ensemble. Les sujets énormes, même quand ils sont issus d'un minuscule et invisible virus, a fortiori, parce qu'ils nous touchent tous et partout demandent des solutions qui se discutent au niveau multilatéral. C'est ça l'objet de l'Organisation mondiale de la santé et c'est cela qui doit guider, en tout cas cadrer notre travail commun. Nous avons un cadre, il est performant, c'est un cadre que l'on peut discuter. L'OMS est toujours performante. L'OMS est performante, continue à jouer un très importante. Qui est discréditée, Non, je pense que c'est une organisation qui est aujourd'hui. C'est une organisation qui est aujourd'hui mise au test, probablement mise au test de ses limites. Oui. C'est le moment pour tous ceux, et l'Union européenne en fait partie, qui croient que les problèmes globaux doivent être abordés, entre autres, à travers des approches globales. C'est le moment de soutenir l'OMS. C'est le moment de travailler avec. Il ne faut pas suspendre les subventions. Il ne faut comme pas semble être la position du président Trump. Alors, vous commencez cette question, votre question sur cet aspect-là. Nous regrettons la décision du président Trump d'avoir suspendu sa contribution à l'OMS. Ça n'est pas le cas de l'Union européenne. 500 millions de dollars. Nous, d'emblée, l'Union européenne et ses États membres continuent d'ailleurs à être le soutien principal de l'OMS, l'Union européenne avec tous ses États membres. Nous continuons à soutenir pleinement. Votre contribution est de combien ? Elle est sur le budget total de l'OMS d'un gros tiers. Tout récemment, et dès le début de la crise, l'Union européenne, et ça a été l'une de ses toutes premières mesures, c'est début février, décidé d'ajouter à sa contribution régulière un montant de l'ordre de 115 millions d'euros pour permettre à l'OMS de monter en gamme dans ses activités de réponse à la crise. Il faut aujourd'hui, je crois, utiliser la critique de manière constructive. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal et les organisations publiques sont ouvertes à cette transparence et à ce débat. C'est tout à fait légitime. Et il faut pousser vers plus d'efficacité. Mais il ne faut pas non plus se tirer dans le pied quand nous avons des cadres qui nous permettent d'aborder les questions globales à travers un cadre concerté. Il faut l'utiliser. Alors, Madame Irène Mengasson, ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal et l'invité du jury du dimanche e-radio ITV, deux auditeurs qui ont réagi sur Facebook à propos de l'Artemisia ou Covid Organics, Zal et Ousmane Diallo, qui vous demandent votre sentiment
sur ce traitement ou ce médicament venu de Madagascar, et avec la sortie d'ailleurs du président malgache, Rajoelina, qui dit s'il y a des réserves à l'endroit de l'artémisia, c'est parce que cela vient d'Afrique. Quel est votre sentiment? Peut-être je vais évacuer tout de suite le dernier point. L'évacuer, ça veut dire y répondre et donner mon sentiment et celui qui est la position de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous travaillons au niveau global. Toutes les solutions, toutes les contributions à une solution sont bienvenues. Ce virus nous touche tous. Nous sommes tous concernés, nous avons tous quelque chose à dire. Donc c'est certainement pas le moment, et c'est pas du tout la position de l'Union européenne, de refuser une contribution ou l'autre parce qu'elle viendrait d'un endroit ou d'un autre. Aujourd'hui, nous sommes solidaires, tout le monde contribue. Voilà pour ce qui a pu être dit par rapport à une réticence par rapport à l'artémisia, qui n'a d'ailleurs pas été exprimée par l'Union européenne du tout, hein, parce qu'elle viendrait, au motif qu'elle viendrait de l'Afrique. Au contraire, aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, et nous allons le faire, j'en suis convaincue, dans les mois et les années qui viennent, sur les facteurs qui ont fait que le virus, s'il a été partout, n'a pas frappé partout de la même manière. Quels sont les facteurs de résilience? Quels sont les éléments qui diffèrent d'un endroit à un autre? Ça, c'est des choses que nous allons découvrir et rechercher à l'avenir. En ce qui concerne l'artémisia même, oui. D'après ce Est-ce que vous comprends, l'utilisez personnellement déjà? Je ne suis pas une scientifique. Oui. Alors non, je ne l'ai pas essayé. Non, j'ai compris que c'était un produit très amer. Donc peut-être que j'aurai une réticence à cet égard-là pour l'essayer. Oui. Mais ce que j'ai compris surtout, c'est que ce n'est pas un médicament en tant que tel. C'est un remède. C'est l'une des possibilités. Elle mérite certainement d'être examinée scientifiquement, comme le sont d'ailleurs d'autres protocoles de remèdes ou de médicaments. Pour le moment, nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons pas de remèdes qui marchent à 100%. Mais ma question est précise. Oui. Est-ce que vous adopteriez l'artémisia comme vous avez adopté le protocole basé sur l'hydroxychloroquine? Avec deux études d'ailleurs qui disent que l'efficacité de la chloroquine laisserait à désirer. Regardez, M. Khan, encore une fois, je crois que ce débat, pour l'instant, est un débat qui reste entre les mains des scientifiques. Pour l'instant, moi-même, vous, peut-être mieux informés que moi d'ailleurs, n'avons que des éléments qui nous conduisent à constater qu'aujourd'hui, différents protocoles sont essayés et testés et examinés scientifiquement dans différentes parties du monde, comme par exemple l'hydroxychloroquine, que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments concluants pour dire que tel protocole fonctionne à 100% comme un médicament qui nous assure que dorénavant, si nous tombons malades de la Covid-19, nous pourrons être soignés. Pour l'instant, cela n'existe pas. D'où d'ailleurs tout l'intérêt de travailler rapidement sur la question du vaccin dont nous parlions à l'instant. Et vous avez raison, dans le débat scientifique, des solutions qui semblent fonctionner quelque part ou enfin sur base d'une évidence et d'un historique assez court de l'expérimentation sont contestées. J'ai vu hier qu'une étude d'un institut britannique critique l'hydroxychloroquine, enfin en tout cas conteste que ce soit un médicament qui permette de soigner cette maladie. Bon, il me semble d'ailleurs aussi avoir noté que cette étude portait sur l'hydrochloroquine seule et non pas combinée avec l'antibiotique avec lequel, en particulier au Sénégal, il est utilisé. Pourquoi cette étude ne porte que sur un des aspects et pas les deux? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Alors, il y a une question qui a été soulevée il n'y a pas longtemps, c'est la question de l'indemnisation que réclameraient les puissances occidentales, certains pays européens, les États-Unis, disant que la Chine était responsable de la propagation du virus et qu'il fallait que la Chine paye, qu'elle indemnise. L'Afrique pourrait également demander à l'Europe et à l'Amérique peut-être de l'indemniser puisque les premiers cas sont venus d'Europe. Est-ce que c'est une question sérieuse? La Chine doit payer? Vous savez, c'est une question sérieuse parce que
c'est une question qui touche assez profondément les perceptions et les peurs que nous rencontrons en tant qu'individus, communautés, par rapport à un virus comme celui-là, une pandémie dangereuse qui nous inquiète, qui nous dépasse. Et puis, ce qui ressort de là, peut-être un réflexe de rechercher qui est le coupable. Pourquoi ? Peut-être pour se rassurer, pour être indemnisé plus tard, si cela doit se justifier. Mais je crois à cet égard qu'il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, si une accusation est portée, on est quand même dans un système où, en général, où avant de condamner, on fait une enquête. Bon, du côté de l'Union européenne, pour autant que je sache, sur cette question-là, telle a été la réponse. C'est vrai, on sait, une enquête doit se faire parce que nous avons beaucoup à apprendre de cette pandémie, de ce virus, de la manière dont il se déploie, et il sera certainement très pertinent pour nous tous collectivement de savoir comment ça a démarré et comment ça s'est répandu. Pourquoi ? Parce que nous avons ce virus aujourd'hui et qu'il faut que nous soyons prêts, au fait, pour le prochain, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un virus de ce type. La prochaine fois, il faut que nous soyons beaucoup mieux préparés. Donc c'est intéressant à cet égard-là, l'enquête, le déroulé, l'origine, étape 1, étape 2 et les solutions que nous avons trouvées. Sinon, pour le moment, je crois que vraiment, ce qui importe, c'est la recherche de solutions et pas la recherche de coupables. Ce dont on parle en sous-texte que lorsque l'on parle de la Chine et de cela, c'est d'une part, c'est vrai, le rééquilibrage des influences et des positionnements au niveau global des puissances respectives, ça c'est un vrai thème pour l'avenir, mais aussi la question, je dirais, de l'acuité de l'information. C'est-à-dire aussi que dans un contexte d'anxiété et dans un contexte d'hyperconnexion et de circulation de l'information à tout va et très rapidement, il faut faire très attention à la désinformation. L'Afrique pourrait également demander à être indemnisée, ou bien elle qui ne l'a jamais réclamé, nous vivons dans malgré les agressions dont elle a eu à faire l'objet. Nous vivons dans un monde globalisé, hyper connecté. C'est vrai que ce virus circule avec nous, avec les humains qui circulons. C'est pour ça qu'il ne reste pas cantonné dans un endroit et dans un autre. Aujourd'hui, il faut que nous travaillions tous ensemble. Il faut que des solutions de recherche de vaccins, de recherche de médicaments, des solutions pour pallier l'impact social, économique de ce virus, renforcement des systèmes de santé, tout cela se passe partout en même temps. L'Europe, très clairement, a indiqué et de façon immédiate sa solidarité par rapport à l'Afrique dès l'instant où l'Afrique a commencé à être touchée. C'est normal, ça fait partie de notre relation et du fait, je dirais plus généralement, que nous sommes des continents au destin liés, beaucoup plus que liés à des questions de qu'est-ce qui est dû à qui. Nous sommes solidaires, nous sommes ensemble, encore une fois, ce virus nous touche tous. Et c'est de la solidarité, c'est pas de la charité. Nous avons intérêt à régler ce problème ensemble. Justement, c'est pour cela que cette question d'indemnisation m'intéresse. Ce n'est pas de la charité, dites-vous. Non. Est-ce qu'il n'est pas plus pertinent d'ailleurs d'insister sur le point de l'indemnisation plutôt que sur une annulation de la dette qui apparemment risque de ne pas être obtenue parce que l'Union européenne ne s'est pas inscrite dans ce cadre, malgré l'insistance de l'Union africaine, du président Macky Sall, qui a été également le premier à mettre cette question sur la table. Bon, la question de la dette, c'est une question très intéressante et il faut écouter aujourd'hui les voix fortes, en particulier africaines, comme celle du président Sall, qui s'expriment de façon extrêmement articulée sur la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, la priorité est à essayer de focaliser tout l'effort sur la réponse, en particulier pour renforcer les systèmes de santé. Et que, à l'égard de la question de la dette, c'est vrai que ça semble illogique, presque aberrant, qu'autant de ressources soient dédiées au niveau des pays africains au service de la dette, plutôt qu'à investir ce secteur de la santé. Alors, cette dette ? Alors, ce que je veux dire, deux choses. C'est que très certainement la question de la dette
mérite d'être exploré. D'ailleurs, l'Union européenne est très ouverte et soutient. Non seulement elle a soutenu très fort le moratoire qui a été accordé dans le cadre du G20, ça c'est une chose. Oui, mais on ne veut pas parler d'annulation. Mais c'est un premier pas. Oui. Le moratoire, c'est un premier pas. Et vous avez au niveau de l'Europe aussi, de la France et d'autres, mais aussi des instances européennes, des voix très claires qui s'expriment pour dire que dans ce domaine-là aussi, il faut essayer d'aller plus loin. Maintenant, c'est-à-dire l'annulation, ça veut dire oui, effectivement, annulation. Envisager l'annulation. Mais l'annulation, ce n'est pas quelque chose de tout à fait neutre. C'est un choix, on va dire politique aussi de la part des pays qui la sollicitent potentiellement, parce que cela a un impact, entre autres, sur votre capacité à emprunter et vous endetter davantage, surtout dans des pays où des investissements importants sont requis, que ce soit pour des infrastructures, que ce soit pour le secteur de la santé, enfin dans toute une série de domaines, comme c'est le cas très fréquemment en Afrique. Donc ce n'est pas un sujet très facilement tranché. Mais du côté des Européens, il y a une ligne claire néanmoins. C'est que dans un contexte spécifique aujourd'hui qui rend urgente la solidarité, mais aussi une réflexion très pragmatique sur la manière dont nous allons nous aider et coopérer et travailler en partenariat plus efficacement, il faut regarder toute la palette des solutions. Alors, on verra ce que cela va donner. Parlons du Sénégal, de la relation entre l'Union européenne et le Sénégal, puisque vous êtes ambassadrice de l'UE auprès de la République du Sénégal depuis 1 an et demi. Oui. Je rappelle que vous êtes Madame Irène Mengasson et vous êtes invitée du jury du dimanche. Quelle est l'appréciation de l'UE de la gestion de cette crise sanitaire par le Sénégal ? Bon, ce que nous avons vu, c'est que des mesures ont été prises très vite. C'est intéressant parce qu'on regarde la manière dont les choses ont été gérées en Europe, donc où les choses ont démarré quelques semaines avant. Ce qui est frappant, remarquable, au Sénégal comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays voisins, c'est la rapidité, la fermeté de réaction. Donc ça, c'est certainement quelque chose à saluer, ça a été pris au sérieux immédiatement. Avec, si certains pensent que non, on aurait pu agir et réagir beaucoup plus tôt. Je pense que... Comme la fermeture des frontières. Bon, vous pensez que non à vrai dire, le Sénégal a bien réagi? Ah, mais ça a été quand même... la fermeture des frontières, de l'espace aérien, la sécurisation de l'espace a été une des mesures mises en œuvre immédiatement, avec un certain nombre d'autres mesures après, pour, on va dire, ralentir les mouvements et les risques de propagation du virus à l'intérieur du pays. Je pense que oui, de l'observation de tous ceux qui travaillons avec notre partenaire sénégalais, ça a été une réponse ferme et sans ambiguïté, qui toujours devait balancer entre l'urgence sanitaire, gagner du temps sur cette pandémie pour pouvoir renforcer les capacités sanitaires, les capacités litières par exemple dans les hôpitaux, la disponibilité de médicaments, d'équipements, etc. Tout ça, ça prend du temps. Évidemment, ici, on n'était pas plus près qu'ailleurs au moment où la pandémie a frappé. Donc, toute une stratégie qui visait à gagner du temps, qui a mobilisé les autorités, les forces de sécurité à très grande échelle. Et je trouve qu'il a été aussi, nous avons tous observé, relayé de manière remarquable par la société civile, par le secteur privé, par les médias, par toute la société sénégalaise. Le dernier message du chef de l'État a fait état d'une adaptation de toutes ces mesures, ouverture ou réouverture annoncée de l'école, au moins pour les classes d'examen, le 2 juin, réouverture des lieux de culte, reprise des activités économiques. Pour certains, ça risque d'entraîner un certain relâchement. Est-ce que c'est votre point de vue? Alors moi, je ne suis pas à la place du gouvernement du Sénégal, qui doit certainement avoir une tâche ardue en ce moment, parce que cet exercice d'équilibriste entre... d'adaptation, c'est ça. L'impératif sanitaire, de continuer à gagner du temps, contenir ce virus, qui, on le voit,
les chiffres augmentent, Monsieur Khan, vous le voyez tous les jours. Oui, c'est très sérieux. C'est ce paradoxe qui a été relevé. Voilà. Oui. Alors ça augmente lentement par rapport à la progression qu'on a constatée dans d'autres pays, en particulier en Europe. Mais ça augmente, c'est certain. Les capacités sanitaires hospitalières arrivent à leur limite. Par conséquent, d'autres mesures d'isolement des patients et des cas positifs doivent être envisagées. Mais c'est un exercice très délicat parce qu'évidemment, toutes ces mesures de contingentement ont un impact très fort à la fois économique et social. On en parle beaucoup, on le voit, et c'est quelque chose qui sur la durée n'est pas tenable. Donc je dirais que dans notre analyse, ça fait partie évidemment des responsabilités de l'État d'ajuster cette stratégie. Il est logique parce que cela signifie pour tout un chacun encore une adaptation sur un sujet sur lequel chacun a quelque chose à dire parce que nous sommes tous concernés. Évidemment, cela crée beaucoup de débats. Oui. Je crois que la clé, enfin en tout cas de ma lecture, est que cette relaxation des mesures qui vise, d'après ce que nous comprenons, à relancer l'activité, à dire Sénégalais, retournez au travail. On ne peut pas rester à l'arrêt. C'est quelque vivre chose... avec le virus. Voilà, d'une part. Il faut vivre, la phrase choc ça veut dire qu'il faut vivre avec le virus. Ça ne veut pas dire je vis avec le virus, on est à l'aise, on est ensemble. Non, ça veut dire qu'il est là, il ne va pas partir tout de suite. D'ailleurs, il ne va partir demain. Ça veut dire qu'il faut intégrer cet ennemi invisible dans notre comportement, dans notre vigilance de tous les jours. L'État ne peut pas faire tout, le gouvernement ne peut pas décider sur tout. Il y a, et c'est depuis le début un message fort adressé à tout un chacun, une part de responsabilité personnelle qui aujourd'hui est accrue au sens où le mouvement redémarre, de responsabilité de tout un chacun à veiller à maintenir ses gestes barrières, garder la distance, porter les masques, se laver les mains, être responsable pour soi et pour tous ceux qui nous entourent. Mais pour autant, vous êtes une avocate de l'allègement, du déconfinement, là où d'autres disent même qu'il faut laisser le virus circuler, de façon à créer une sorte d'immunité collective, communautaire. Bon, sur ce dernier point, encore une fois, je ne suis... Non, dans quel camp on peut vous situer? Encore une fois, moi je ne suis pas du tout une scientifique, mais on a pu constater, certains pays européens ont misé sur cette stratégie d'immunité collective. Ça n'a pas très bien marché. Voilà. Donc, prudence par rapport à cela, mais encore une fois, je ne suis pas une scientifique et nous avons énormément de choses à apprendre sur ce virus. Donc, qui sait, peut-être que ce sera effectivement l'une des lignes que nous découvrirons. Encore une fois, il n'est pas du tout de ma prérogative d'être l'avocate de déconfinement ou non. Je constate simplement, et c'est le cas en Europe et c'est le cas partout, que cet exercice d'équilibre entre des mesures de précaution qui sont très coûteuses à la fois pour assurer leur mise en œuvre mais aussi en raison de leur impact corollaire, ne peuvent pas être appliquées sur la durée sans changement. Il y a un moment où il faut recommencer à bouger, où il faut que l'activité reprenne. Et ce moment-là est critique, et c'est un moment critique pour le Sénégal. Parce que nous le voyons dans la rue, en arrivant ici, j'ai vu beaucoup d'animations dans votre joli quartier, plus que la dernière fois quand je suis venue, c'était il y a quelques semaines. C'est clair que l'activité reprend. En train de reprendre. Voilà. Et ça, c'est le moment quand nous voyons que le virus, quand même, prend de l'ampleur ici. Le nombre de cas augmente, le nombre de décès aussi. Il faut rester extrêmement vigilant. Et c'est à tout un chacun de maintenir cette vigilance. Très bien. Le Sénégal a mis en place un plan de résilience économique et sociale qui s'appuie sur le presse, qui s'appuie sur le fonds dit Force Covid-19 doté de 1000 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent en euros de 1,5 milliard d'euros, c'est ça? Alors, vous avez contribué à hauteur de 100 milliards de francs CFA à ce fonds. C'est un chèque en blanc, l'argent est déjà disponible, le gouvernement l'utilise. De quoi s'agit-il exactement? Alors,
C'est un chèque, c'est un montant en dons d'abord, effectivement. 150 millions d'euros, l'Union européenne ne travaille pas par l'outil du prêt, mais uniquement par le don. 150 millions d'euros, oui, que nous avons réussi à mobiliser, dont une très grosse partie, 130 millions d'euros, c'est-à-dire 86 milliards de francs CFA en aide budgétaire directe. C'est une modalité que nous utilisons beaucoup avec le Sénégal dans notre coopération. Nous utilisons cette aide budgétaire directe, c'est-à-dire, oui, c'est un chèque au budget de l'État. Qui est déjà effectif. Oui, enfin en tout cas qui est là, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Oui. C'est un chèque pas complètement en blanc, c'est-à-dire que c'est un chèque basé sur la confiance. Le gouvernement partenaire peut compter sur ce montant, l'inclure dans son exercice budgétaire annuel. Ce montant de 130 millions d'euros sera déboursé cette année. L'Union européenne s'est engagée. D'ailleurs, il y a 2-3 jours, nous avons déjà versé un montant de 13 millions d'euros. Il y a un tout petit peu on va dire de conditionnalité néanmoins qui doit encadrer le déboursement. C'est-à-dire qu'on décide qu'on va le faire, mais il y a un moment où effectivement l'argent est arrivé et il faut se mettre d'accord avec le gouvernement partenaire sur les critères qui permettront ce déboursement. Quels sont ces critères? Alors, nous sommes en train d'en discuter, mais c'est une discussion qui avance. Exemple. Voilà, exactement. Ça a à voir avec le débat sur la transparence, vous le suivez avec attendez, beaucoup d'intérêt. Je réponds très rapidement que de notre côté, les sujets sur lesquels nous pensons qu'il est particulièrement intéressant d'aider le gouvernement et d'aider le déroulé du PRES, du plan de résilience économique et sociale, c'est effectivement l'accompagnement du secteur privé et de l'activité économique. Et c'est parce que, effectivement, c'est de l'appui budgétaire, insister, comme on le fait toujours, sur les éléments de transparence et de bonne gouvernance du fonds. Oui, je disais, est-ce que vous suivez cette question de très près? Il y a une grosse polémique qui se poursuit d'ailleurs autour de la distribution des vivres, de l'achat même de ces vivres. La question de la transparence vous préoccupe là, dans le cadre de la gestion du Covid-19? Alors, je dirais, est-ce qu'elle nous préoccupe? En tout cas, elle nous intéresse beaucoup. C'est essentiel, la transparence. Est-ce que vous avez des garanties de la part du gouvernement depuis l'éclatement de cette polémique que les choses, que la transparence... Nous n'avons pas de garantie spécifique depuis l'éclatement de cette polémique, comme vous dites, mais en revanche, oui, nous sommes rassurés. Au sens où notre assistance en particulier... Vous avez interpellé le gouvernement sur la question? Pas spécialement, mais nous interpellons, est-ce que vous l'avez fait? Dialoguons avec le gouvernement. C'est une question. Oui, vous avez raison de la poser et c'est important. Vous l'avez interpellé sur cette question? Nous parlons avec le gouvernement de cette question-là, oui. De toute façon, nous travaillons avec le gouvernement à travers cette modalité d'aide au budget de l'État de façon constante. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, d'autres bailleurs, la Banque mondiale, le FMI font ça exactement. Il y a une première garantie qui est que l'ensemble du fonds Force Covid-19, au fait, passe par le budget de l'État. Ça veut dire qu'il est quand même soumis exactement au même contrôle que toutes les dépenses de l'État, auxquelles s'ajoute, parce que le fonds Force Covid fait partie d'une initiative, on va dire, spéciale de crise, pour laquelle d'ailleurs un certain nombre de mesures, on va dire, en termes de passation des marchés publics, par exemple, ont été un peu allégées pour aller vite. Nous connaissons ça du côté de l'Union européenne aussi. En temps de crise, on essaye de couper la procédure, la bureaucratie, mais il faut quand même garder les principes essentiels de bonne gouvernance et de transparence. Donc je le disais, oui, nous sommes rassurés parce que l'exercice passe par les rouages du budget de l'État. Et puis par ailleurs, il y a ces deux structures supplémentaires du comité de pilotage et du comité de suivi qui ont été mises en place pour ajouter un niveau supplémentaire de transparence et je dirais surtout de débat. Oui, et sur ce point, justement de per diem qui pourrit un peu l'atmosphère au sein de ce comité de suivi. Comité qui a bien entendu démenti cette information, mais le débat il est quand même là. Est-ce qu'il serait judicieux, je ne sais pas si ça existe ou pas, que ceux qui sont membres de ce comité soient perdiemisés? Écoutez, on est souvent perdiemisés quand on fait du travail en plus. Bon, j'ai de la sympathie et de la compréhension pour le fait que cette question ait suscité du débat au sein de la société sénégalaise. Nous sommes dans un mode de crise, tout le monde est solidaire, tout le monde y met du sien. Il est tout à fait normal que
les uns les autres soient interpellés sur la question. Je pense que ça dépendra de la décision individuelle des uns et des autres de voir quelle est la meilleure manière de le faire. C'est un travail bénévole? Je ne sais pas si c'est un travail bénévole, c'est un travail et tout travail mérite salaire, comme on le dit. Mais il est vrai que dans un moment spécifique, chacun y met du sien et probablement un peu plus du sien. Mais pour revenir sur le comité de pilotage, je pense qu'il est très intéressant qu'une structure multiforme, multipartie politique, mais aussi représentant les composantes étatiques, société civile, secteur privé, que toutes ces composantes soient représentées. Si j'ai peut-être une observation, que je trouve qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la composition du comité de suivi. Mais de toute façon, ce que je veux dire par là, c'est que d'après ce que je comprends, et effectivement, nous avons discuté avec le gouvernement pour comprendre un peu mieux comment fonctionne ce comité de suivi, il va regarder de près les activités qui sont mises en place à l'intérieur du PRESS et la mise en œuvre du Fonds Force Covid-19, et il a la possibilité de s'exprimer vis-à-vis du public. Donc il y a une possibilité d'interlocution, de dialogue avec la population qui me semble est tout à fait intéressante. Et je crois que si une structure comme celle-ci est établie, il est intéressant pour tout un chacun, peut-être les médias, de l'interpeller et d'utiliser cette possibilité de redevabilité et de transparence. Mais le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que le consensus politique fort du début est aujourd'hui mis à rude épreuve. Vous ne l'avez pas remarqué? Bon, j'ai remarqué. Toute diplomate que vous êtes. Non, toute diplomate que je suis. Toute diplomate que je suis, c'est vrai que j'ai été frappée, comme beaucoup, par ce consensus politique, cette union totale mais qui est en train de voler un éclat. Alors, écoutez, c'est vrai que la photo de famille avec toutes les personnalités politiques qu'on voit sur des grandes affiches sur la corniche près de mon quartier, c'était une image assez unique et saisissante. C'est un moment dans la crise, un moment où, heureusement, au moment où la crise est très forte, tout le monde se rallie et on met de côté les querelles pour vraiment se rassembler sur l'essentiel. Et puis, la gestion de la crise s'installe, on rentre dans un mode de gestion et les choses évoluent un petit peu. Il est normal que le débat reprenne le dessus. Il est normal que l'on discute. La politique a toujours ses droits, elle reprend toujours ses droits et je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal, c'est la démocratie, que le débat soit vivace. Alors, il y a quand même des défis, si on parle maintenant de questions économiques de manière plus précise, défis de la relance. 50 milliards de pertes par jour d'inactivité économique au Sénégal, pertes subies par le PIB, le produit intérieur brut. Il y a aussi un taux de croissance qui est projeté à moins 3%, qui se situerait même autour de 1,5 point. Est-ce que c'est des signes qui sont inquiétants, des signaux qui sont inquiétants pour vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce sont des signaux, Monsieur Khan, qui sont inquiétants dans le monde entier. Nous voyons qu'il y a des... On va avoir une récession. Non, mais on voit bien, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que cette récession ici, qui est une récession aussi ailleurs, va aussi impacter l'ensemble de nos relations et de toutes les dynamiques. Évidemment, la crise frappe à la fois au niveau sanitaire et on le dit aussi au niveau économique et social. Et elle frappe en particulier le secteur privé. C'est pour ça qu'il est intéressant d'ailleurs que le PRESS, dont on parlait à l'instant, dit bien que c'est un programme de résilience économique et sociale. Résilience, en particulier en parlant du secteur privé, c'est la capacité de traverser une crise, rester debout, continuer. Et je trouve très intéressantes les dispositions qui ont été prises, à la fois pour subvenir à l'urgence, protéger les plus vulnérables, le tissu entrepreneurial formel, informel, qui est très important ici, avec des subventions, avec des aides directes, mais aussi d'envisager comment réinjecter un peu de liquidité, un peu d'air et de possibilités à travers des lignes de financement. Exactement. Ça, c'est, je crois, quelque chose de très intéressant et qu'il faut qu'il voir comme une opportunité très, très optimiste de redémarrage après. Alors, il est vrai que... Avant de parler du redémarrage, c'est juste une petite curiosité. Est-ce que vous avez eu des retours de la part d'entreprises
européenne établie au Sénégal qui serait impactée par cette crise. Oui. Vous en avez enregistré? Oh, tout à fait. Oui. Nous sommes en relation étroite avec la Chambre des investisseurs européens de droit sénégalais, Eurocham, qui comprend 170 entreprises établies ici, européennes, qui comptent 70 000 employés, à 98% sénégalais d'ailleurs, et qui sont, oui, touchés de plein fouet par la crise, avec un chiffre d'affaires diminué de l'ordre de 40%, je crois. Ce qu'il faut souligner, ça s'applique au secteur privé européen, mais plus généralement, c'est toute l'importance que la responsabilité sociale a prise au cours des dernières semaines pour garder les gens dans leurs emplois. Donc je crois qu'ils ont maintenu de l'ordre de 80 à 90% des personnes dans leur emploi, pour maintenir les niveaux de salaire, pour essayer de trouver des solutions pratiques de mise en chômage technique. Donc il y a effectivement un impact important sur toutes les entreprises présentes au Sénégal. Et tout à l'heure, je disais que ça frappe au Sénégal et ça frappe ailleurs et qu'il y a une connexion, parce que si l'on parle alors en particulier des entreprises européennes établies ici, elles sont aussi dans une situation où, parce que la crise frappe en Europe, les maisons mères ne peuvent pas les aider. Donc il y a vraiment aussi une question de ce qu'il faut faire pour accompagner les Européennes et les Sénégalaises, évidemment, pour traverser cette phase et continuer et rester debout. D'autant plus qu'il y a un enjeu de développement économique, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. On sait qu'au niveau multilatéral comme bilatéral, il y a des financements de grands projets. Aujourd'hui, je peux donner l'exemple du TER au Sénégal, d'autres infrastructures. Il y a également le plan Sénégal émergent, un financement aussi qui est supporté par des privés, par des entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter que tous ces grands projets de développement soient à l'arrêt? Oui, il serait très inquiétant qu'ils soient à l'arrêt. Il serait très inquiétant qu'ils soient arrêtés. Et je crois que la stratégie du gouvernement n'est pas du tout de les arrêter. Alors il peut y avoir un moment de ralentissement, mais je crois que... Pourvu qu'il y ait de l'argent. Tout à fait, vous avez raison. Il va le chercher un peu partout. L'argent, effectivement, il faut trouver de la ressource. Et pour revenir au secteur privé, c'est pour ça que l'un des impératifs aujourd'hui, pour permettre au secteur privé de continuer, et c'est d'ailleurs l'une des priorités du plan de résilience économique et sociale, de veiller à apurer la dette aux entreprises. C'est l'une des priorités, et un financement très important est prévu à l'intérieur du PRES à cet effet. Je pense que ça, c'est un signal clé, à la fois pour les entreprises. C'est une mesure importante qui permettra de huiler l'économie, parce qu'en payant... 300 milliards de francs CFA. Exactement, 302 milliards de francs CFA, c'est considérable, oui. Exactement. Oui. Nous soutenons cela beaucoup. Mais ce n'est pas une faveur, c'était de toute façon prévu. Vous avez raison, mais c'est vraiment le moment de le faire. Parce que par ricochet, cela aura un effet très important pour les fournisseurs de ces entreprises, et aussi en termes de signal par rapport aux potentialités qu'a le Sénégal, et aussi de se profiler, et c'est important pour l'avenir, comme un pays dans lequel il fait bon investir. C'est tout de même la base, que les investisseurs sachent qu'ici, le gouvernement soigne les entreprises, qu'il travaille à un climat des affaires qui soit un incitant pour l'attractivité des entreprises. Ce n'est pas des effets d'annonce? Ce ne sont pas au niveau de la oui. de l'appurement de la dette. Est-ce que tout ce qui est annoncé, oui. Est-ce que c'est effectif? C'est vrai, il y a beaucoup de bonnes intentions. Beaucoup de bonnes intentions. De part et d'autre, de la part du gouvernement sénégalais comme de ses partenaires. Beaucoup de bonnes intentions annoncées, et elles doivent l'être, parce que le signal économique et politique est très important, et que ce sont des choses qu'il faut dire, mais suivi de très près. J'en parlais hier avec le ministre des Finances, et effectivement, l'appurement de cette dette est très haut sur l'agenda. Toutes les dettes à tous les fournisseurs de l'État. On va prendre 2 minutes pour terminer cette émission. Irène Mengasson, déjà. Irène Mengasson est l'invitée du jury du dimanche. Elle est l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal. D'abord, les frontières, faut-il les rouvrir aujourd'hui pour que les avions reprennent leur vol, il faut les rouvrir, les frontières. Que le monde soit. Il faut les rouvrir. Aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui tout de suite, parce qu'il ne faut pas faire ça de façon non concertée,
non coordonnée. La frontière, c'est quelque chose qui se trouve entre vous et moi, entre un pays et un autre. Est-ce que vous envisagez cette réouverture au niveau de l'Union européenne? Bien sûr, on en parle, c'est tout le débat aujourd'hui. Pendant que nous parlons de déconfinement à l'intérieur du pays, nous parlons aussi entre pays sur la réouverture des frontières entre les uns et les autres. Pour le moment, on ne fait qu'en parler. Pour le moment, les frontières ne sont pas réouvertes. Il est important de souligner à cet égard à quel point une coordination du déconfinement à l'intérieur des pays et à l'intérieur des régions ou des ensembles de pays est essentielle. Au niveau de l'Europe, nous avons le cadre de l'espace Schengen pour ce faire. Je pense qu'au niveau de l'Afrique, par exemple, il est important aussi d'utiliser les forats régionaux comme peut-être la CEDEAO ou l'UEMOA pour discuter de manière concertée sur la réouverture. Ne serait-ce qu'une ouverture au niveau régional en attendant une réouverture globale. Et ça doit être de façon très concertée. On revient un peu à l'idée des cercles concentriques. Là. En tout cas, cette crise a fait que, au niveau de la sécurisation de nos territoires, nous avons dû nous recentrer sur nous-mêmes. Cette réouverture va avoir lieu, elle va être graduelle, prudente. Elle doit être discutée et c'est un des sujets, encore une fois, où il faut beaucoup de transparence et d'ouverture parce que ça nous concerne vraiment tous pour la circulation des biens, des personnes et de la fluidité de toutes nos relations. Faut-il une sorte de plan Marshall pour l'humanité, pour le monde, comme cela fut le cas au sortir de la Seconde Guerre mondiale? Vous savez, c'est de cela qu'on parle aujourd'hui en Europe. Et d'ailleurs, au sortir de cette crise, les États européens se sont mis d'accord pour un très grand et très ambitieux plan de relance économique, compte tenu de l'impact si fort de cette crise sur nos économies, nos sociétés. Et c'est intéressant que vous disiez cela, parce que vous savez, cette semaine, c'est la semaine de la fête de l'Europe. Il y a juste une semaine, c'était le 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Nous fêtons cette année 70 ans de la construction européenne, 70 ans de la création de ce projet qui est né des décombres d'une immense catastrophe planétaire qui était la Deuxième Guerre mondiale, un projet de solidarité et de création de solidarité de fait autour d'un agenda au départ économique, mais qui est devenu cet agenda social et politique après. Alors ce que je voudrais dire par là, c'est un plan Marshall. Je dirais en tout cas oui à ce qu'il faut pour nous relever ensemble et que quelquefois, souvent, des crises peuvent certes ressortir des choses qui nous interpellent négativement, qui peuvent nous inquiéter, mais que d'une crise peut aussi ressortir quelque chose de nouveau, un renouvellement des relations, des ambitions, de l'imagination. Alors pourquoi pas un plan pour redémarrer tous ensemble. La relance économique. La relance économique. Vous en êtes optimiste pour également l'Afrique, pour le Sénégal. L'Europe, berceau de la révolution industrielle, on l'a vu pendant cette crise qui a quand même eu à manquer de choses qui étaient à la limite basique, masques, respirateurs. L'Afrique qui a souvent été en manque, mais qui a été résiliente cette fois-ci. On parle de l'Union européenne, mais on peut parler aussi de l'Union africaine. Oui. Quelle similitude et qu'est-ce qu'il faut en tirer pour arriver à cette véritable relance économique? Regardez, en 30 secondes. Aucun de nous n'était prêt, ni à une situation de ce type, ni à un impact de cette ampleur. Aucun de nous n'était prêt. Cela doit nous interpeller. Ceux qui croyaient être très prêts, comme les Européens qui ont été très, très surpris, ceux qui peut-être pensaient avaient des vulnérabilités qui ne les ont pas empêchés d'être, comme vous le dites, très résilients. Tout ça, ça doit nous interpeller, nous interroger sur les chaînes de dépendance, sur les chaînes d'approvisionnement. Il y a toute une série de questions dans notre partenariat Union européenne, Union africaine, Europe, Afrique, qui peuvent être rediscutées, redécouvertes. Je crois et je suis très optimiste sur une relance de notre discussion, de notre partenariat. Et je crois très fort en un moment comme celui-ci pour être à l'écoute des idées nouvelles,
qui peuvent nous amener beaucoup plus loin à l'avenir. Je suis très optimiste, Monsieur Kane. Très bien, c'est une bonne fin. Merci Irène Mengasson. Merci vous êtes ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission Jury du dimanche, iRadio ITV, réalisation Abdoulaye Ndiaye et toute son équipe de techniciens. Iba Marsen pour la prise de son, Imedia SN, Pape Doudou Diallo pour la photo, Djeba pour les articles, Imedia SN qui vous fera le compte rendu de cette émission. Les réseaux sociaux étaient assurés par Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.